avant que Loïc Gras vous présente les éléments du puzzle qu'il a rassemblés au cours de ces 3 jours et vous fasse part donc de ses conclusions, des remarques qu'il peut faire sur ce qui s'est passé pendant ces 3 journées. Je vais vous dire moi encore quelques mots, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une session supplémentaire qui est prévue. Mais pour dire ces quelques mots, je ne peux pas les dire tout seul, j'ai besoin que Philippe, Hélène, Thomas viennent à côté de moi. Alors parce que je vais dire un petit mot sur chacun d'eux, en liaison évidemment avec l'organisation de ce colloque, et puis quelques mots à l'attention d'autres personnes, mais qui ne peuvent pas être là autour de nous, mais il y en a peut-être encore qui sont dans la salle. Alors, Philippe, pourquoi est-ce que Philippe est là? Parce que à l'origine du colloque, il y avait un magnifique colloque qui avait été organisé en décembre 2022 à Mayotte par Thomas, et dans lequel je devais faire une communication. Et donc, j'en ai parlé à Philippe, le directeur de mon équipe de recherche, qui m'a dit, mais est-ce que tu peux discuter avec tes contacts à l'occasion de ce colloque et leur proposer, voir s'il est possible d'envisager d'organiser un colloque sur le numérique et l'outre-mer qui se déroulerait à Mayotte, à La Réunion, ou dans les 2 endroits, pourquoi pas. Et donc, je suis parti chargé de mission. Et quand j'ai présenté cette idée à Thomas, donc qui organisait le colloque pour un nouveau droit des Outre-mer du XXe siècle, je vous encourage à lire la publication aux éditions Brûlant, un petit peu de publicité, et que j'en ai parlé aussi à Hélène, ils ont tout de suite dit qu'ils étaient partants, hein, sans hésitation. Et donc, quand je suis rentré à Paris, on s'est mis à discuter dans le cadre de mon équipe de recherche sur ce qu'on pourrait faire. Alors, on n'est jamais trop ambitieux. On a choisi d'abord l'hypothèse la plus risquée et la plus difficile. On s'est dit, ben, on va faire les infrastructures à Mayotte et puis les usages, ben, ça sera pour La Réunion. Comme ça, il y aura aussi une répartition des efforts sur l'organisation matérielle du colloque. Et ça va même faciliter la réalisation du colloque, puis ça sera original sur 2 sites différents. C'était un beau défi. Hein. Et puis, malheureusement, les événements, le contexte à Mayotte, regrettable à bien des égards, je ne rentrerai pas dans le détail, a fait qu'on a été obligé de changer un petit peu d'orientation et qu'on a été obligé finalement de décider qu'on organiserait tout à La Réunion. Alors, conséquence évidemment terrible pour Hélène, parce que c'est elle qui s'est vue chargée de toute l'organisation concrète et matérielle du colloque, même si on était là évidemment pour l'épauler. Si on ne l'a pas quitté et si on a beaucoup échangé entre nous, c'est elle qui était sur place. Et donc, vous pouvez déjà l'applaudir très fortement, vous le ferez plusieurs fois. Et vous l'avez noté, elle n'a pas seulement fait des efforts considérables pour qu'on puisse organiser cette manifestation sur 3 jours. Pendant la durée du colloque, vous l'avez observé, vous avez reçu des messages, des emails, mais elle ne s'est pas arrêtée une seconde. Hein, donc on l'applaudit encore une fois. Voilà. Non, parce qu'elle a eu beaucoup de travail, non seulement dans les relations avec l'administration, mais aussi, comme on a eu l'idée, compte tenu des difficultés qu'on a rencontrées pendant un temps du côté de Mayotte, de se tourner plutôt vers la région, en cherchant l'appui de la région, ce qu'on ne regrette pas d'ailleurs, parce qu'on a eu une très belle journée hier à la région, on a vraiment été très bien accueillis par la région, on les remercie vraiment très sincèrement, mais il faut savoir ce que ça a représenté comme travail pour Hélène. Encore des applaudissements. Voilà. Et puis finalement, à Mayotte, quand même, Thomas a réussi, grâce à une insistance, je vais dire, assez forte, à obtenir le soutien du rectorat,
le soutien du Conseil général, qui est ici représenté par sa vice-présidente, et finalement le soutien de l'université, qui a été précieux pour nous et pour l'organisation aussi de cette manifestation. Donc on remercie aussi Thomas pour ses efforts. Enfin, je reviens à Philippe parce que c'est bien de prévoir l'endroit où on va organiser le colloque, dans quelles conditions on va l'organiser, sur quels appuis on va pouvoir compter localement, etc. Mais il faut un programme. Donc là, le maître d'œuvre, c'est Philippe, en concertation avec lui et avec un certain nombre des intervenants avec lesquels on a beaucoup échangé. On a pu monter sur le plan scientifique ce colloque avec les choix qui ont été faits. Dont on est heureux de les avoir faits parce que franchement, on est très content du déroulement de ce colloque. Donc on remercie aussi les intervenants de l'aide qu'ils nous ont apportée et aussi pour la qualité de leurs interventions. Le succès de ce colloque, c'est aussi leur succès. Merci. Et enfin, vous l'avez noté, on a eu une technique formidable à notre service, que ce soit ici ou à la région. Et évidemment, on ne peut pas ne pas remercier non seulement l'administration, mais aussi tous les services techniques, que ce soit de la région ou de l'Université de La Réunion, qui nous ont permis vraiment d'une manière parfaite de réussir cette manifestation avec 9 interventions à distance. C'était quand même pas gagné d'avance. Tout s'est bien passé. Donc merci à l'administration, merci aux techniciens. Et enfin, un colloque sans public, ça ne sert à rien. Et donc, on a été heureux de l'assistance que nous avons eue pendant ces 3 jours et de la qualité de cette assistance. Alors, évidemment, tous, vous avez fait preuve d'attention, d'assiduité, vous avez posé des questions, vous avez rendu dynamiques les différentes séances. Mais il y a une personne que je veux citer en particulier parce que vraiment... Il n'a pas seulement été présent, il n'est pas seulement intervenu, mais toutes les questions qu'il a posées étaient pertinentes et ont contribué à la dynamique des conversations, de la réflexion, des analyses que l'on va poursuivre après ce colloque. Et donc je veux saluer M. Olivier Bénard. Voilà. Donc, merci. Il n'y a jamais de réussite individuelle. On est une équipe. Prolongé par les administrations, par les techniciens. Il faut tout ça pour que le colloque réussisse. Et donc, merci à tous. Merci beaucoup. S'il vous plaît, un petit mot, parce qu'il a adressé des remerciements très appuyés à tout le monde. Il a oublié le rôle ô combien fondamental, pour ne pas dire monumental, qu'il a incarné. Donc, un grand merci à Daniel Dormois. À Daniel. Merci à lui. Félicitations. Loïc, à toi. On est impatient d'attendre les conclusions de Loïc. Redoutable honneur, terrible pression. Je ne sais que dire. Redoutable honneur parce que je passe juste après la Dream Team qui a organisé ce magnifique colloque. Donc très difficile d'avoir un minimum de rayonnement après tout le rayonnement que vous avez apporté à ce colloque. Et je m'adresse aux compliments, aux félicitations et aux remerciements. Bien évidemment, terrible pression aussi, puisque je parle en dernier. Ai-je bien fait d'accepter? Personne ne m'a obligé. Et tu me l'as proposé gentiment et amicalement. Vous me l'avez proposé. Je ne pouvais pas refuser. Ça me faisait plaisir d'être avec vous pendant ces 3 jours, de revenir à La Réunion, où je suis venu il y a 7 ans, de revenir parmi vous. J'étais parmi vous il y a quelques années, à Mayotte, c'était il y a 2 ans, et c'était déjà pour les conclusions. Bon, avais-je une légitimité pour faire les conclusions il y a 2 ans? Je n'en suis pas sûr. Ai-je une légitimité ce soir? J'en suis encore moins certain. Si. Je n'en suis pas du tout certain de ma légitimité. Je n'en suis pas du tout certain, mais le doyen m'a rassuré dès ses premiers mots. Vous les avez probablement entendus il y a 3 jours déjà. Oui,
Il a dit, le doyen, un juriste, n'importe quel sujet, il sait disserter. Alors, ça m'a décomplexé. Je suis juriste quand même, malgré tout, mais c'est un colloque quand même polycentrique, polysémique, polycentrique parce que ceux qui sont intervenus viennent d'horizons très divers. Ils viennent des Outre-mer, ils viennent des numériques, et tout ça, c'est une double pluralité. Donc évidemment, synthétiser une double pluralité, c'est extrêmement délicat. Et puis, ils viennent de milieux professionnels très divers. Il y a des académiques, il y a des usagers du numérique, il y a des entreprises, il y a des administrations, ce qui veut dire qu'il y a des sensibilités numériques, des sensibilités outre-mer, et donc on est dans un océan de diversité et de multiples sensibilités, évidemment un océan Indien, hein, puisque nous sommes en plein milieu, vous l'aviez bien compris, et évidemment, pour faire la conclusion, je m'expose à la noyade, puisqu'il va falloir que je nage dans ces eaux qui sont des eaux très complexes. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, dans le fond, qu'est-ce qui me donne une légitimité à prononcer quelques mots qu'il ne faudra pas faire trop long, puisque je vous sais déjà très fatigué, vous avez entendu beaucoup de choses, moi aussi, et j'ai essayé d'en retirer 2-3 idées, évidemment, puisque le rôle de celui qui fait la conclusion, c'est donner un ressenti, et de prendre le pouls du colloque, et de dire comment le cœur du colloque a battu. C'est un peu ça, celui qui fait la conclusion, son rôle. Sachant que c'est un exercice assez franco-français, que je rencontre assez peu souvent dans les colloques internationaux, et plutôt juriste, et donc assez académique, assez formel, et plutôt convenu. Donc il m'appartient, évidemment, de le rendre moins convenu qu'il l'est d'habitude, puisque sinon vous m'en voudriez, bien évidemment. Alors, ai-je une légitimité? J'y ai longuement réfléchi, et quelqu'un m'y a fait penser ce matin au petit déjeuner. Vous voyez, on travaille tout le temps, y compris pendant le petit déjeuner. Je me suis dit, quelle légitimité ai-je? Et j'ai une légitimité finalement un peu génétique. Vous faire une confidence, un aveu. Entre 1948 et 1951, mon père vivait à Madagascar et à La Réunion, et son métier, c'était d'installer des lignes télégraphiques pour faire passer 121 mots par minute, tititi, tatata, tititi. Et je me souviens de mon enfance, il était capable de me parler en morse, et j'avais d'ailleurs appris quelques mots de morse, et c'était déjà un problème d'infrastructure essentielle, par rapport à laquelle on ne se posait pas beaucoup de questions, puisqu'il y avait un monopole, c'était les postes et télégraphes. Le monopole faisait tout, le monopole décidait, et le monopole savait ce qui était bon pour nous. Donc il n'y avait pas de questions à se poser, tout allait bien, c'était une autre époque. Mais, comme l'a dit, je crois, Monsieur Luc, il a dit il y a des cycles d'innovation, et j'observe que tout ça, finalement, c'est une succession de cycles d'innovation. Le télégraphe était une innovation, évidemment, de la première partie du XXe siècle, même de la fin du XIXe. Le téléphone, plutôt dans la deuxième partie du XXe siècle. Et là, nous sommes dans une sorte de troisième cycle d'innovation dans les communications électroniques, sachant que dans ce troisième cycle d'innovation, il y a des sous-cycles d'innovation. C'est ça qui est assez intéressant. Donc il y a de l'innovation dans l'innovation, et ça c'est tout à fait frappant, et je pense que ça ajoute à la pluralité et à la difficulté, puisque dans ce cycle ultime, pour le moment, parce qu'on nous annonce pour 2030 la 6G, donc ce qui veut dire qu'il y a un nouveau cycle qui va apparaître avec de nouveaux enjeux, de nouvelles envies, de nouvelles attentes, avec le marché sur lequel il y aura une demande, et puis il y aura une offre. Est-ce que la demande est satisfaite? Est-ce que l'offre est à la hauteur des attentes? Et avec toujours la même question, sauf que, j'y reviens, en 1950, c'était le monopole, c'était l'économie administrée, et aujourd'hui, c'est l'économie de marché, c'est l'économie concurrentielle, et il faut trouver les bons dosages, et tout notre sujet, évidemment, se trouve au milieu de encore un océan, un nouvel océan économique, mais cette fois-ci, c'est l'océan du marché, c'est plus celui de l'économie administrée. Donc on est dans
un autre contexte. Ai-je une deuxième légitimité? Vous voyez, je parle beaucoup de moi, mais c'est important pour ensuite peut-être vous amener vers mon ressenti. J'ai eu la chance en 2017, et tu t'en souviens Olivier, d'être invité ici, c'est toi qui m'avais accueilli le premier, et sur un très beau colloque, la continuité territoriale. Et évidemment, il y a un lien puisque on avait fait appel à mes modestes services, non pas pour conclure cette fois-ci, mais pour parler d'aviation. Pour parler d'aviation, et l'aviation, c'est assez moderne aussi hein, comme sujet, même si ça l'est un peu moins que le numérique, quoique ça se modernise grâce au numérique, il faut le dire. Et l'aviation et la continuité territoriale, je connais un petit peu, je l'ai fait ici, je l'ai fait en Sicile, je l'ai fait en Corse, je l'ai fait un peu partout en vérité. Je l'ai fait aussi à Bordeaux, donc je l'ai fait à la périphérie, à l'ultra-périphérie, au centre, et avec toujours cette idée, la continuité territoriale. Et au cœur de la continuité territoriale, un concept, le service public, qu'on a évoqué, mais pas beaucoup. On a parlé de service universel, on a parlé de service essentiel, on a parlé d'installation essentielle, on a parlé d'essentialisation de certaines attentes, on a parlé de tout ça, et on se pose la question, est-ce que le marché répond à l'essentialité ? Où est l'essentialité dans notre sujet? Je crois que c'est très intéressant. Dans le domaine de l'aviation, j'ai quelques idées, vous vous en doutez, et j'avais dit à l'époque, donnez-moi un avion et je vous explique à peu près ce que c'est que la continuité territoriale. J'avais mon avion dans la main droite, mon outre-mer dans la main gauche, et je leur ai expliqué tout simplement, c'est pas très compliqué, il suffit d'admettre qu'on puisse sur un marché donné imposer des obligations de service public. Bon, tout simplement, continuité, égalité, adaptabilité. Ça, c'est les trois clés. C'est les trois clés, finalement, quand vous faites de la continuité territoriale. Et réfléchissez à tout ce qu'on a dit pendant ces 3 jours. Ces 3 mots sont revenus très, très souvent. Donc, on est bien sur l'autre continuité territoriale, qui n'est plus la continuité par les transports, mais la continuité par le numérique. Et je vous l'annonce, dans 1 an, j'ai une de mes élèves en doctorat qui va soutenir sa thèse sur les nouvelles continuités territoriales. Et il y aura évidemment... oui, il y aura un chapitre sur la continuité numérique, évidemment. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, vous comprenez. C'est la confidentialité du travail entre le directeur de thèse et la doctorante. Donc, je ne vous en dirai pas plus. Je vous mets juste en appétit. Deuxième légitimité. Troisième légitimité, vous voyez, finalement, j'ai bien réfléchi, surtout sur moi pour l'instant. Mayotte. À Mayotte. Mayotte, c'était formidable. C'était il y a 2 ans. Thomas nous a invités dans des conditions inoubliables. On a tous ça. Et puis, il s'est créé un club de Mayotte, il faut le dire, dont nous sommes quelques-uns présents ici. On a notre groupe WhatsApp où on communique régulièrement. Le club, vraiment, qui travaille sur les problématiques ultramarines et qui s'est formé à Mayotte avec la baguette magique de Thomas Msaïdé, bien sûr, et qui m'avait confié, avec beaucoup d'imprudence, mais un rare privilège, les conclusions. Et je vous rappelle que le sujet de ce colloque, c'était « Vers un nouveau droit des Outre-mer au XXIe siècle », projection, et pour conclure, il faut se projeter vers l'avenir. Et j'avais dit, ma conclusion de ma conclusion, ça ne sera pas vers un nouveau droit des Outre-mer, ça sera un nouveau droit dans les Outre-mer. Vous vous souvenez de ça? Et dans le fond, là, je suis exactement dans le sujet. Tout ce que nous avons fait, c'est réfléchir de ce qui se passe dans les Outre-mer, au pluriel. Donc, je pense que nous sommes bien dans le prolongement de ce que nous avons fait il y a 2 ans. Merci, je cherchais presque 2 ans, je ne trouvais plus. Alors, pluralité d'outre-mer, j'attire votre attention sur ce point parce que c'est un aspect qui n'a pas été évoqué. Et j'ai d'ailleurs un premier ressenti qu'on a été beaucoup plus du numérique vers les outre-mer souvent que des outre-mer vers le numérique. C'est un petit ressenti, et peut-être que ça traduit d'ailleurs quelque chose d'autre, peut-être que ça traduit quelque chose d'autre. Je ne sais pas. Je me pose cette question. Mais les outre-mer, c'est un pluriel. Il y avait des outre-mer présents et des outre-mer absents quand même dans ce colloque, il faut le rappeler, sachant que c'est les outre-mer de l'Union européenne. Alors, on n'a pas parlé d'Aruba. C'est dommage.
c'est joli, ou de Curaçao, c'est joli aussi, ou de Saint-Martin, partie néerlandaise, ou du Groenland. Le Groenland pose de vraies questions. Saint-Pierre-et-Miquelon, on aurait pu mettre Saint-Pierre-et-Miquelon. En clair, on n'a pas parlé des PTOM. On n'a pas parlé des PTOM. Très peu. Très peu. Allusion. Nouvelle-Calédonie. Plus qu'une allusion sur la Nouvelle-Calédonie. Plus qu'une allusion. J'y reviendrai. Polynésie. Grosse allusion. Pas plus. Mais, voilà. Donc on peut toujours faire mieux, on peut toujours élargir, on peut toujours démultiplier les problématiques, on peut toujours ouvrir le spectre, on peut toujours faire différemment. Mais, fort heureusement, nous avions parmi nous les régions ultramarines, ultra-périphériques des Canaries, des Açores, que je salue tout particulièrement, et qui nous ont beaucoup apporté sur le plan comparatif, et j'y reviendrai là, et je crois que c'était une grande force de ce colloque, de ne pas être franco-français, et de sortir dans cette logique franco-française. Regardons ailleurs ce qui se passe. Les autres sont bien souvent plus malins que nous, et nous avons bien à retirer de ce que font les autres, et de ce que j'ai entendu, j'en suis assez convaincu. Alors, tout ça avec une toile de fond, parce que les Outre-mer et l'Union européenne, alors on est vraiment avec les Outre-mer, régions ultra-périphériques, qui sont le territoire de l'Union. Ce qui veut dire que tout ce que nous avons fait, finalement, nous sommes sur le territoire de l'Union. Nous sommes dans une logique d'assimilation. Donc, ce que fait l'Union, ce que décide l'Union, ça vaut ici, dans une région ultra-périphérique. Et c'est d'ailleurs ce que vous nous avez dit, monsieur, ce matin, à propos du règlement RGPD, je ne vous vois plus, c'est pas grave, si vous êtes tout au fond, c'est ce que vous nous avez très bien dit ce matin, en disant en gros, écoutez, il n'y a pas de problème, c'est un règlement, ça s'applique, point barre, et vous nous avez dit d'autant plus, ça s'applique d'autant mieux que ça vient de loin, donc comme ça, celui qui a pris la décision, il n'est pas éclaboussé par sa décision, du coup on l'applique. Voilà, ça c'est la physique newtonienne du juriste. Plus le règlement vient de haut, plus il fait mal en tombant, sauf que celui qui est tout en haut, il n'est pas éclaboussé, parce qu'il est tellement haut que... Voilà. Mais oui, bien sûr. Mais parfois c'est très confortable. Parfois c'est très confortable. Souvent, j'ai fait ce raisonnement de la physique newtonienne du juriste, et je vous assure, ça marche bien. Y compris dans la gouvernance des universités. Je vous assure, je l'ai dit à Bordeaux, le président, du coup... plus trop aimé après quand je lui ai expliqué ça, mais c'était pas grave, j'étais déjà dans l'opposition, donc un peu plus, un peu moins, c'était pas très grave en vérité. Bon, alors, l'Union européenne, elle est donc au cœur du sujet, et les Outre-mer de l'Union européenne, et heureusement, parce que, et une quatrième raison qui me donne une petite légitimité, que j'allais oublier, dans 3 semaines, je serai plus ici malheureusement, mais je serai avec beaucoup de bonheur en Amérique du Nord, à Québec, où on va passer une semaine. L'Union européenne et le numérique global. Alors vous comprenez que là, moi, j'ai pris beaucoup pendant 3 jours et je vais paraître très intelligent dans 3 semaines, parce que je vais dire le numérique global, je vais vous parler des régions ultra-périphériques, l'Union européenne, etc. Bon. Mais vous voyez combien c'est un sujet qui est partout et qui est accompagné très souvent, numérique, du mot transition. Transition numérique. Alors après, c'est à la mode, hein, c'est fashion quand même, il faut le lire. Transition numérique. Van der Leyen, vous reprenez son discours, transition énergétique, transition climatique, transition numérique, peut-être transition démocratique. Enfin, il y a beaucoup de transitions, ce qui veut dire que nous sommes dans un monde des transitions au pluriel, mais c'est la transition permanente. Quand j'étais étudiant, j'avais un professeur de sciences politiques qui nous enseignait les transitions dans les régimes démocratiques. Il avait commencé par les régimes africains, il avait fini par l'Europe centrale et orientale. C'était déjà des transitions. On est dans une sorte de transition permanente. Alors, il ne faut pas s'inquiéter du mot transition, puisque de toute façon, il y a toujours des transitions, comme il y a toujours des crises d'ailleurs. Donc, ça fait partie des choses auxquelles... Mais l'Europe se saisit de tout ça avec quand même en toile de fond une souveraineté numérique
Ça aussi, c'est très à la mode. Ça, c'est le discours de Macron à la Sorbonne en septembre 2017. Il nous a mis ce concept dans les pattes, pardonnez-moi l'expression, de souveraineté européenne. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que la souveraineté européenne, ou alors il faut considérer que la souveraineté européenne veut dire que collectivement, sur un certain nombre de dossiers, on sera plus indépendant que individuellement. Alors je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Moi, la souveraineté, telle que je l'ai appris, je ne connais qu'une seule définition, c'est celle de Jelinek. Tu la connais? La compétence de la compétence. Et j'observe que ceux qui aujourd'hui ont la compétence de la compétence, de plus en plus, ce n'est plus une compétence de compétence sur un territoire, c'est une compétence de compétence sur un monde numérique. C'est la compétence des GAFAM, les Amazon et autres. Aujourd'hui, je suis désolé, ils ont la compétence de la compétence. Ils ont une forme de souveraineté numérique. Et oui, parce que, très franchement, c'est eux qui régulent l'utilisation des données que nous utilisons. Et moi, ça fait des années que je réclame, avec force, une indépendance des régulateurs, d'extraire, d'exploser tout ça, pour que véritable... C'est pas normal que Facebook décide de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Alors, ils se sont fait épingler, je vous le dis, par l'autorité de concurrence allemande, il y a 3 ans. Mais les Allemands, ils ne sont pas fous. Parce que dès qu'il y a un problème de droit fondamental des individus, ils sont les premiers d'Europe. Je vous assure, hein, les Français, on a tendance à croire, oui, les droits de l'homme, c'est nous, 1789. Pas vrai. Les Allemands sont beaucoup plus forts que nous, et c'est eux les premiers qui ont tiré la sonnette d'alarme dans cette décision, qui est extrêmement importante, mais importante pour tout le monde. C'est une décision globale, finalement, parce que le sujet est le même partout. Partout, y compris dans les Outre-mer. Ce qui veut dire qu'un certain nombre de choses sont bonnes partout, y compris dans les Outre-mer. Il n'y a pas besoin de se poser de questions. Les problèmes sont les mêmes dans les Outre-mer et les réponses sont les mêmes dans les Outre-mer. D'ailleurs, on a eu, et vous l'avez remarqué, un certain nombre de papiers qui étaient plutôt orientés sur le numérique et qui disaient « mais tout ça est assez naturel dans les Outre-mer », mais c'est naturel partout en vérité. Alors, après, on peut discuter parce que par rapport à ces papiers, ils ont beaucoup utilisé l'exemple de la Réunion, où dans le fond, on se dit bah, « la Réunion, bah, c'est comme à Bordeaux, c'est comme à Lyon, c'est comme c'est la même chose ». Je ne suis pas sûr qu'ils auraient fait le même papier avec la Guyane et Mayotte. Je n'en suis pas du tout certain. Ce qui nous renvoie à la pluralité, la diversité, la multiplicité, etc. Cet océan que j'évoquais tout à l'heure, évidemment, de manière... Alors, tout ça, c'est très difficile. Et ce qui m'a beaucoup frappé aussi, vous savez, il y a beaucoup de ressentis dans une conclusion, beaucoup de ressentis. Et j'ai eu tellement de ressentis que je me suis dit, on pourrait faire un abécédaire. Alors vous allez dire, mon Dieu, il est tard, il y a 26 lettres dans l'alphabet, il va nous assassiner avec son abécédaire. Mais j'attire sur quelques mots quand même. La lettre I, c'est quand même une très bonne lettre. Hein. Inclusion, mais isolement. Bon, innovation, intelligence numérique, etc. On a beaucoup de mots. Désenclavement, la lettre D. La lettre F, fracture, fossé. La lettre M, marginalisation. Enfin, toutes les lettres de l'alphabet, on les a utilisées. Le E, éloignement. Le C, connectivité, continuité, cyber. Le N, numérique, évidemment. Bon, et ainsi de suite. Le D, digital. On a très peu utilisé le mot digital pendant ces 3 jours. La digitalisation, ce n'est pas une thématique qui a été emboîtée sur la numérisation. Et ça, c'est pour moi, je dois dire, une source d'interrogation. D comme data. J'allais oublier, mais il y en a plein. Il y en a plein. Mais vous voyez, on a utilisé ces mots sans s'en rendre compte. Ils sont venus dans tous les propos, mais certains sont positifs, d'autres renvoient à une négativité. Fossé, fracture, enclavement, isolement. Tout ça, ça veut dire qu'il y a des problèmes.
et qu'il y a une problématique. C'est assez rassurant parce qu'un colloque est là pour répondre à une problématique. Donc si le colloque existe, si le sujet existe, si nous avons été réunis, c'est qu'il y a une problématique et qu'il y a des pathologies que révèlent ces mots, que quand on parle de régions ultramarines, qu'on confronte au numérique, il y a des mots qui vous sautent à la figure, qui sont des mots qui montrent qu'il y a un problème, qu'il y a une pathologie. Et ça, c'est très frappant. Sur la lettre I, je vous ai dit que c'était la meilleure. Hein. Électronisme. Il a été prononcé pas autant que je l'espérais, parce qu'on est plutôt sur les usages en vérité, et que les usages, c'était qu'une partie du colloque. Mais ça, c'est un terme, c'est une notion, je pense, extrêmement importante. Et du coup, vous voyez, on a, et je suis en train de réfléchir, parce que vous doutez bien, j'ai mis mes notes en vrac, c'est pour ça que je vous dis comment je vais présenter les choses, mais le numérique face à l'outre-mer, et Bruno, tu as cité Ellul, tu sais combien j'y étais sensible. J'ai raté les enseignements d'Ellul à 2 ans, il aurait fallu que je sois 2 ans plus vieux, j'ai raté ça, voilà. Bon. Mais j'ai eu les élèves d'Ellul, évidemment, en cours, et c'est vrai, Ellul, la technique qui vit pour la technique, et la technique qui emmène, voilà. Et donc, on ne sait pas pourquoi, et puis on va les yeux fermés vers la technique. Voilà. Eh bien, je suis tellement d'accord avec ce qui a été dit là, surtout que je l'ai appris, que j'ai grandi avec, vous allez dire, mais c'est quand même très vrai. Et donc, dans le fond, bah oui, numérique, on y va, quoi. On y va, les yeux fermés. On fonce, parce que tout le monde y va, de toute façon. Alors pourquoi pas nous? On y va. Ah oui. Mais à un moment donné, il faut avoir un esprit critique, c'est ce que tu as dit. Il faut se dire, on y va, mais pourquoi j'y vais? Et puis, s'ils y vont à Lyon, s'ils y vont à New York, ou s'ils y vont à Honolulu, est-ce que c'est la même chose d'y aller à Saint-Denis ou à Mamoudzou? Enfin, c'est pas exactement la même chose. Et on retrouve la diversité. Et c'est pour ça que finalement, je me suis dit, il y a des logiques top-down et il y a des logiques bottom-up. Bon, il y a des logiques top-down, et ça nous a été très, très bien dit, tout à fait frappant. Monsieur Tselentis, il était en visio, donc c'est plus compliqué, mais le Digital Global Gateways, etc., les cibles quand même, vous avez entendu ce qu'il a dit? 100% de la population européenne au débit 2030. 80% des adultes seront compétents en numérique. Et surtout, mon préféré, service public, 100% essentiel, 100% numérisé. Et il a fait une précision, je ne sais pas si ça vous a échappé ou si vous l'avez noté comme moi, en fait, ce n'est pas les services publics 100%. Il a dit les services publics essentiels. On retrouve l'essentialité, ce qui veut dire ce qui est essentiel à notre quotidien doit prioritairement être digitalisé. Alors, ça pose des questions, surtout qu'on a entendu ce matin Madame Lucie Cluzel, qui nous a dit, mais le tout digitalisation sur les services essentiels, ça peut être un facteur d'exclusion, où qu'on soit, et plus particulièrement dans les Outre-mer, et peut-être même plus particulièrement dans certains Outre-mer. Alors, dans le top-down, il y a des vertus, parce que par ailleurs, il y a des enveloppes financières qui sont là pour être dirigées vers les Outre-mer. Thomas nous l'a très très bien rappelé dans sa présentation sur Mayotte. Cet après-midi encore, Isabelle nous l'a rappelé. Les moyens sont là, mais il faut s'en saisir, et s'en saisir avec le respect du besoin particulier local. Et donc, évidemment, j'avais critiqué dans mes conclusions il y a 2 ans le prêt-à-porter européen, je le critique aujourd'hui, le prêt-à-porter, ce n'est pas, il faut du sur-mesure. Alors évidemment, c'est facile à dire dans des conclusions tardives d'un colloque, évidemment, c'est facile à dire, c'est peut-être plus difficile à réaliser, mais j'ai été tout à fait frappé par cette première stratégie top-down. Il y a un deuxième top-down que j'ai observé, c'est l'espace. L'espace. Troisième présentation, je crois, hein, Philippe. Parce que, finalement, est-ce que l'espace peut résoudre les problèmes, et surtout le problème de l'universalité, finalement, parce qu'on a beaucoup parlé de l'universalité.
Non, tu nous as expliqué que ça répondait à certains besoins, à certaines priorités, que ça intervenait de manière supplétive, que c'était le salut de la connexion, le salut numérique, c'est pas forcément le salut spatial. Alors ça aussi c'est très intéressant, parce qu'on pensait que ça allait tomber du ciel. Ben non, finalement, ça tombe pas des ciels, ça sera peut-être 20 000 lieues sous les mers. Donc ça nous ramène à Jules Verne, hein, si c'est 20 000 lieues sous les... Eh oui, oui, bien sûr. Et donc, ça nous amène, évidemment, et là j'arrive, j'en suis qu'à l'introduction, mais rassurez-vous, je vais... Non, mais Daniel m'a dit tu peux y aller 1 heure si tu veux, donc... Voilà, oui. Non, mais rassurez-vous, je prends un peu mon temps, mais c'est un problème de ressenti, puis ça fait plaisir de passer ce moment avec vous, donc on a envie de le prolonger un petit peu, vous vous doutez bien. Mais, vous voyez, dans le fond, je me suis dit, en écoutant, et encore, je découvre beaucoup le sujet, j'ai beaucoup de zones d'ombre dans mon esprit encore, et ne m'en veuillez pas si je passe à côté de certaines choses, ou si je dis des âneries sur d'autres, mais parfois il y a des âneries qui ont des vertus pédagogiques. Donc ce que je dis à mes étudiants comme ça, après, si j'ai une ânerie en cours, ils m'en veulent pas parce que c'était de la pédagogie. Comment vous dire, fort de tout cela, je me suis dit, bon, alors d'un côté, j'ai les Outre-mer et de l'autre côté, j'ai le numérique. Je suis juriste, il faut faire 2 parties. Eh oui. Eh oui. Et là, j'ai retourné le problème dans tous les sens. Et, vous ne le répéterez pas au dernier intervenant, c'était pendant qu'il parlait, ça m'a sauté à l'esprit. Finalement, je me suis dit, il y a une numérisation de l'outre-mer et il y a une outre-mérisation du numérique. Tout simplement. Mais oui. Mais oui. Pourquoi il y a une numérisation de l'outre-mer ? Parce qu'il y a la continuité territoriale. Et pourquoi il y a une outre-mérisation du numérique ? Parce qu'il y a la cohésion économique et sociale. Et dans le fond, on a 2 problèmes, on a 2 vraies questions. On a la question de la continuité territoriale et on a le problème et la question de la cohésion économique et sociale. Alors, la continuité territoriale, vous l'avez compris, c'est le premier aspect, et le deuxième aspect, ça sera sur la cohésion économique et sociale. Mais la continuité territoriale, ça c'est mon expérience corse, que j'ai travaillé un peu avec les Corses sur tout ça. La continuité territoriale et la Corse, quand vous prenez un avion, vous êtes étudiant à Paris, vous voulez voir votre famille tout le week-end, ce qui est logique. Donc, vous prenez l'avion à Orly le vendredi soir pour revenir dimanche soir. Simplement que si vous atterrissez à Ajaccio et que vous allez à Bonifacio, votre week-end, il est foutu. Donc, ce qui veut dire que les Corses, mais les Siciliens aussi ont un peu la même logique, et d'autres, je ne vais pas tous vous les faire en Europe, la continuité dans la continuité. Et en vérité, il y a une double continuité territoriale. Il y a évidemment le territoire qui est relié à un centre supposé ailleurs dans le monde, ou dans l'Hexagone, peu importe. Et puis ensuite, il y a la continuité intérieure du territoire. Et donc, il y a bien 2 problématiques, et c'est ce que j'ai bien ressenti dans les interventions des uns et des autres, 2 soucis. La connexion vers l'extérieur, au-delà des océans, et à l'intérieur, rester connectés entre nous. Et là, je dois dire que j'ai entendu des choses nombreuses sur lesquelles je ne vais pas forcément revenir, puisque je ne vais pas revenir évidemment sur tous les aspects qui ont été dits, mais j'aimerais faire un commentaire. D'abord, sur la connexion de la région ultramarine avec l'extérieur. Alors vous vous dites, bon, le satellite, vous vous dites, ça y est, il lui a tordu le cou, c'était en intro. Donc, satellite, c'est fini. Bon. Alors qu'est-ce qui reste ? Il reste 2 choses. Il reste les câbles sous-marins et il reste les data centers. Où sont-ils ? Est-ce qu'on met le data sur la région ultra-périphérique ou est-ce qu'il faut que la donnée traverse les continents et aille un data ailleurs ? Ben oui, il y a 2 problèmes à mon avis. Alors là, c'est là où je commence à prendre des risques avec les experts. Mais moi, si vous voulez,
je peux travailler sur le numérique, quoique ce n'est pas tout à fait vrai. J'y ai travaillé, mais il y a longtemps. Mais j'ai travaillé sur les services publics de réseau, souvent, au-delà de l'aviation. Donc, j'ai travaillé sur l'énergie, j'ai travaillé sur les chemins de fer. Alors, les chemins de fer, c'est ce qu'on appelle du transport guidé. Vous n'avez qu'un seul rail. Je veux dire, il faut se partager le rail si vous avez plusieurs compagnies ferroviaires. Bon, vous n'allez pas vous amuser à multiplier les rails côte à côte. Les lignes à haute tension, l'électricité, les lignes à haute tension, vous n'allez pas mettre des lignes à haute tension pour acheminer le courant les unes à côté des autres. Le gaz, c'est un peu différent, mais on pourrait utiliser le gaz aussi. Alors, c'est ça qui est intéressant. Et en droit de la concurrence, et c'est ce qui m'a un peu manqué pendant le colloque, forcément, hein, j'enseigne le droit de la concurrence depuis 20 ans, donc j'attendais un peu de droit de la concurrence. Le droit de la concurrence vous dit ça, c'est des facilités essentielles. Et donc, il y a un régulateur qui explique aux opérateurs, vous avez une facilité pour faire votre business, vous ne faites pas n'importe quoi. Et donc là, c'est ce qu'on appelle finalement la préservation de l'intérêt public en environnement de concurrence. Et donc la question que je me pose, alors je sais bien, plusieurs intervenants ont dit, les câbles, c'est de la géostratégie désormais. Mais moi, quand je regarde une carte, je regarde l'Atlantique Nord, je suis assez idiot, hein, vous savez, je vois tous ces câbles qui font les essuie-glaces comme ça, je me dis, s'il y en a un qui casse, il n'y a pas de problème, je pourrais toujours communiquer avec ma cousine au Canada. Bon, sur un certain nombre de régions ultramarines, s'il y en a un qui casse, c'est plus compliqué. Et on nous a expliqué, je crois que c'est vous qui nous l'avez dit, que vous alliez bientôt faire une simulation de blackout complet sur la région Réunion pour simuler ce cas de figure où il n'y a plus de connexion. Alors, ça va être intéressant parce qu'on va voir tout ce qui manque s'il n'y a plus de connexion. Et donc, on va voir toute la fragilité à la connexion. C'est pour ça que je trouve cette expérience très intéressante. Et du coup, on va peut-être dire, peut-être les data centers, peut-être qu'ils seraient mieux s'ils étaient là. Comme ça, on ne serait pas les otages. Mais pour qu'ils soient là, il faut que le marché se dise, c'est intéressant de les mettre là. Et moi qui fais du droit des transports, et droit du marché des transports très souvent, je connais que deux schémas en transport. Ce qu'on appelle le SLO, le service librement organisé, c'est-à-dire que là, c'est la loi de l'offre et de la demande, libre. J'offre, je demande, on se rencontre, ça s'arrête là. Et puis je connais ce qu'on appelle les services conventionnés. C'est-à-dire que là, le conventionnement, il y a la personne publique, l'autorité publique, qu'on appelle une autorité organisatrice des transports. Et pourquoi on n'aurait pas des autorités organisatrices du numérique? Vous m'avez dit de faire des propositions, j'en fais une première. Une autorité organisatrice du numérique qui, quand c'est nécessaire, conventionnalise et surtout fait la commande. Fait la commande. Ce qui ne veut pas dire qu'on va tuer la concurrence. Ce qui veut dire simplement qu'on va éviter de se remettre au tout concurrence pour avoir une approche concurrentielle raisonnée pour garantir une perspective d'adaptation aux besoins locaux des Outre-mer. Alors, c'est une première idée qui m'est inspirée, vous doutez bien, de ce que je fais par ailleurs, que je partage avec vous. Le deuxième aspect, c'est la continuité dans la continuité, c'est-à-dire intérieure au territoire ultramarin. Alors là, c'est un petit peu la même logique. Moi, vous savez, je vous raconte beaucoup ma vie, mais on ne voudrait pas trop. Je vis sur le Pays Basque. Les Basques, c'est une région éloignée aussi. Hein, ils le revendiquent. Hein. Je n'ai pas le haut débit. Je ne l'ai pas. Je suis à l'entrée de Biarritz. Hein, ce n'est pas non plus chez les sauvages. Hein, je veux dire, ce n'est pas le fin fond du monde. Je veux dire, ce n'est pas le fin fond des Pyrénées. C'est pas... voilà, vous savez, les sommets pyrénéens sur les crêtes. C'est pas là. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a d'abord des considérations, et c'est ce qu'on nous a dit en ce qui concerne la Réunion, les considérations de copropriété, les considérations de lotissement. Et il nous l'a dit, l'intervenant de la Réunion, M. Fabrègue, qu'il butait sur le dernier maillon, sur des questions tout à fait personnelles. Mais ça, ce n'est pas propre à l'outre-mer. Moi je le vis aussi. Je le vis aussi. Mais ce que je comprends, c'est que soit le marché amène naturellement le réseau, ce qui est le cas à Saint-Denis ou ailleurs, soit il faut évidemment une initiative publique, qu'on appelle un réseau d'intérêt public,
Et là, on retombe sur la commande publique. Et si la Réunion est arrivée avec Gazelle au niveau où elle est aujourd'hui, c'est que ça a plutôt bien fonctionné avec un établissement public dédié, si j'ai bien compris là aussi. On est en plein dans le droit de la commande publique, c'est pas ce que je préfère faire, enfin je connais un petit peu, et j'observe que ça a marché. Mais je découvre quoi? Mayotte, Madame la vice-présidente est partie, mais nous a dit que la délégation de service public, je note, était seulement en train de se préparer. Du coup, je suis allé voir, alors je parle sous votre contrôle, mais c'est ce qu'elle a dit hier, et avec 80 000 foyers, si j'ai bien compris, à connecter à Mayotte, donc on voit bien que là, la continuité dans la continuité, selon les territoires, et puis Mayotte, la 5G, vous avez entendu, il faut une fréquence 3.5. C'est l'armée qui l'a. Mais oui. Et alors j'ai pris Mayotte, mais la Martinique, ce que nous a dit Justin Daniel, vous l'avez tous retenu. La tortue. Vous voyez? La tortue. Vous vous interrogiez tout à l'heure sur communiquer le savoir. Ben là, avec rien que la tortue, tout le monde a retenu. Voilà, c'est ça le talent de l'enseignant, on en parlait tout à l'heure. Mais oui, la tortue rhumatisante ou, je ne sais pas, asthmatiforme, je ne sais plus trop ce que tu as dit, si elle avait de l'arthrite, de l'arthrose, mais bon. Mais il nous a expliqué qu'il y avait un schéma directeur, et qu'on attendait, tandis que nos amis des Açores, ou des Canaries, Açores, Canaries, pardon, excusez-moi, Açores, Canaries, j'ai pas senti que vous étiez beaucoup posé de questions là-dessus. Vous l'avez pas dit en tout cas, ou alors vous l'avez laissé sous le tapis. Mais vous avez dit, on a mené notre action, on ne s'est pas posé de questions, on a développé, on a mis des Wi-Fi publics. Ce que j'ai remarqué, vous avez insisté sur le Wi-Fi public que les autres n'ont pas insisté sur le Wi-Fi public. Enfin, c'est un détail, mais voilà. Et le développement de la 5G. Et vous voyez, Monsieur Luc, encore lui, nous a dit, la 5G à La Réunion, on avait des problèmes parce qu'on avait du matos Huawei, et puis ça ne marchait pas, il a fallu qu'on s'adapte, c'était compliqué. Et puis là, Olivier, tu as posé la question sur l'eSIM, très belle question. Pourquoi il n'y a pas encore l'eSIM? Et là, on peut se poser la question, on laisse faire le marché, et on est l'otage finalement de l'offre. Une dépendance à l'offre, l'offre décide pour la demande, parce qu'en vérité, il y aurait une demande pour l'eSIM, comme tu l'as laissé sous-entendre. Bon, alors ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que vous retrouvez finalement sur le réseau local, sur la connexion locale, sur la continuité dans la continuité, la même dialectique entre le marché et l'intérêt public, le service librement organisé et le service conventionné. Avec ce faisant une spécificité sur laquelle on a attiré notre attention. Hier soir, à la Moka, il était tard. Il faisait nuit déjà. Mais la fragilité de l'insularité sur ces réseaux intérieurs, la tragédie Irma. Non mais Irma, vous n'avez pas idée de ce que c'est. C'est des vents qui sont allés jusqu'à quasiment 400 km/h. Ils ont eu la fin du monde sur leur tête. Je vous assure, je connais Saint-Martin un petit peu, j'ai des amis, ils ont témoigné, disent ce qu'ils avaient vécu. Tout a été mis par terre. Il n'y avait plus de 5G, il n'y avait plus de fibre, tout par terre. La question, c'est qui reconstruire? Tout le monde se regarde en chien de faïence, c'est pas toi, c'est moi. Voilà, c'est comme après le 11 septembre. Après le 11 septembre, tout le monde s'est dit, mais qui c'est qui va reconstruire? Bon, finalement, c'est le Congrès américain qui a mis l'enveloppe, et là c'est pareil en vérité, puisque c'est Tintamarre, du nom de l'îlot, c'est assez amusant d'ailleurs comme jeu de mots, c'est Tintamarre qui agit avec des banques de développement, etc. Et on a bien vu que finalement, on est quand même content quelquefois qu'il y ait le contribuable qui est par là, directement ou indirectement, mais on a bien vu hier la fragilité, et surtout ce qu'on a vu, c'est que la fragilité des communications n'était pas la fragilité de l'énergie. Ça, c'était très intéressant et je crois que c'était une très bonne idée d'avoir invité le directeur régional EDF qui nous a bien expliqué qu'il n'y a pas la connexion extérieure et qu'ils ont une obligation à rétablir de l'intérieur. Et ça, c'est assez éclairant par rapport au réseau de communication. Ça, c'était à mon avis très bien de confronter et il faut intégrer cette donnée et je n'ai pas été complètement rassuré, mais peut-être est-ce subjectif,
par ce qu'a dit notamment la préfecture, je peux y aller, il n'est pas là, sur la manière dont s'organisait la collaboration dans ces cas d'extrême urgence. Alors c'est vrai qu'il y a eu l'année dernière un cyclone qui avoisinait les 200 km/h, mais qui fort heureusement a été plutôt sur la côte est, sur le côté. Bon, on n'a pas vécu le pire à La Réunion, on aurait pu, mais voilà. Mais on n'est jamais certain, parce que vous savez, avant le 11 septembre, on ne savait pas qu'il y aurait un 11 septembre, et avant Irma, on ne savait pas qu'il y avait Irma. Et puis un beau jour, on se réveille, on se dit, mince, il y a eu. Donc là, il faut évidemment anticiper, ce qui veut dire que les régions ultramarines ont cette fragilité, qui n'est pas qu'une fragilité cyclonique, qui peut être volcanique, qui peut être par la pluviométrie, qui peut être multifactorielle, notamment à Mayotte. Il y a d'autres causes encore à Mayotte. Et il faut en être conscient. Alors moi, évidemment, bêtement, je me suis dit, les câbles, il n'y a qu'à les enterrer. Mais on m'a expliqué que non, parce que si on les enterre, ils vont se noyer. Alors, c'est là que j'ai vu que j'étais qu'un juriste, finalement, et que j'essaie de disserter comme un juriste, qu'il ne faut que surtout pas que je regarde la technique. Il faut qu'on m'explique. Mais on m'a beaucoup expliqué et bien expliqué. Alors, finalement, qu'est-ce qui nous reste? Je regarde l'heure. Ça va. Je suis dans les temps, je crois. L'outremérisation du numérique. En fait, il y a la transition numérique qui est la mise en place de la continuité. Et je crois que l'outremérisation du numérique, c'est le numérique qui transforme l'outre-mer, mais est-ce que c'est une transformation subie ou une transformation choisie? Alors là, il y a une vraie question. Et la transformation des outre-mer, est-ce qu'il n'y a, je dirais, que des bienfaits, ou est-ce qu'il y a des sujets d'inquiétude au moment où l'outre-mer rencontre le numérique? Et ça, je dirais, c'est le jour d'après, mais qui commence le jour d'hier. Mais oui, dès que la connexion commence, les bienfaits arrivent, et toute médaille ayant un revers, vous connaissez la suite, c'est le pharmacon de la dernière intervention sur le médicament et le poison. Mais oui, la dernière intervention, vous voyez, ça s'est fini, m'a donné finalement le plan de la deuxième partie, je vous rassure, il était déjà dans ma tête, mais je me suis dit, mais c'est ça. Le pharmacon. Alors, je ne serai pas très long, parce que vous êtes fatigué, moi aussi. Le numérique rapproche, je crois. Le numérique fait la soudure. Le numérique a des vertus. Ce n'est pas contestable. Il a deux types de vertus. C'est-à-dire qu'avec le numérique, on fait des choses qu'on faisait déjà, mais en mieux. Et on faisait des choses qu'on ne faisait pas. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit. J'ai tout dit parce que comment présenter les choses autrement? Et j'ai rien dit parce que je n'ai pas mis la spécificité outre-mer en face. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a une vraie spécificité outre-mer? Alors, la réponse est oui et non. J'ai bien écouté ce que vous avez dit les uns et les autres. Et je reviens à Mayotte, parce qu'il y a quand même un sous-titre dans ce que je dois faire, c'est Mayotte et la Réunion. Mayotte, la vice-présidente, nous a bien dit que l'année dernière, sauf erreur de ma part, et si j'ai bien entendu, il y a eu 1200 diagnostics qui ont été faits à distance, des gens qu'on n'a pas envoyés à la Réunion ou vers l'Hexagone. Ah, j'avais oublié la lettre H, tiens, c'est Hexagone, la lettre H, dans l'abécédaire. Vous voyez le... Alors, là, je pense que c'est du concret, c'est-à-dire, on faisait déjà, parce que l'hôpital de Mayotte, il connaît son travail, mais, et puis ensuite, il y avait des urgences sanitaires, il y avait évidemment des rapatriements, des expatriations sanitaires, je ne sais pas comment on dit, mais là, on voit très bien qu'il y a des vertus, il y a un progrès. Cela étant, vous savez, en France, pendant le Covid, on a fait à peu près la même chose, où les hôpitaux bordelais donnaient des consultations à distance sur les hôpitaux dans l'Est, parce que c'était chaud dans l'Est, etc. Bon. Mais sur les Outre-mer, sur cette Outre-mer-là, ça prend une dimension tout à fait particulière. Alors, on a eu beaucoup d'exemples qui m'ont frappé. Assez peu d'intervenants ont insisté sur le tourisme.
2 fois le mot tourisme a été prononcé, dont une fois, je ne sais plus si c'était Canaries ou Açores, c'est une de vous deux, je crois que c'est vous, Canaries. Vous avez dit oui, mais pour le tourisme, c'est quand même un facteur. Et assez curieusement, à La Réunion, je ne l'ai pas vraiment entendu dit comme ça. On a parlé de l'entreprise, on a dit c'est beaucoup de petites entreprises qui ne sont pas préparées, donc il faut les aider à se préparer, et donc il faut que les pouvoirs publics soient proactifs. Voilà. Et M. Ngono nous l'a très très bien dit la première journée. Il a dit il faut, à la fin de son intervention, une politique publique vers les usages du numérique. Et c'est très frappant, c'est ce que nous avons entendu hier sur les stratégies numériques, les politiques publiques des collectivités locales, Canaries, Açores, on a longuement entendu La Réunion, mais on a bien compris que Mayotte était en retard. Si on avait entendu la Guyane, ça aurait été pareil. Est-ce que la Guyane est encore en difficulté avec la 4G? Enfin, vous voyez. Et c'est pour ça que sur cette progression sur les usages, et je pourrais avoir la même image sur cette progression sur les réseaux, c'est l'image de la régate. Il y a une sorte de régate, et toutes les régions ultramarines ne sont pas happées par les mêmes vents et n'avancent pas tous, évidemment, aussi vite. Alors, il y a des usages nouveaux, vous nous l'avez dit sur l'agriculture, vous nous l'avez dit sur les humanités numériques. Où là, parce qu'il y a le numérique sur l'océan Indien, pour répondre à un besoin professionnel, l'industrie de la culture, seul, on n'y arriverait pas, le numérique, on peut y aller ensemble, et on répond à une demande du marché. Alors là, on a la preuve par A plus B de, non pas on fait mieux quelque chose qui existait, là on fait vraiment quelque chose de nouveau. Ce qui veut dire que le numérique, pour les usages, il y a un caractère profondément innovant et un caractère réformateur. Madame Cluzel nous l'a dit, Lucie Cluzel nous l'a très bien dit ce matin, elle a dit, mais écoutez, c'est sûr, il y a des progrès en termes de continuité du service public, il y a des progrès en termes d'adaptabilité, ce n'est pas contestable. Ce n'est pas contestable. Et on la croit sur parole. Ce n'est pas parce que c'est une amie que je l'aime beaucoup, mais je la crois sur parole. Je la crois sur parole. Vraiment. Et puis, l'intervenant SFR, je crois, sur la première journée, a beaucoup insisté sur le télétravail. Le télétravail. Il nous a dit, mais un tel, il est employé dans une entreprise au Danemark. Travail. Voilà. Et sur la condition féminine, nous avons eu quand même un certain nombre d'observations qui ont insisté sur le fait que la distanciation numérique pouvait ramener justement, mais faut-il que les femmes se saisissent mieux qu'elles ne le font du numérique, avec des chiffres à l'appui qui montrent que globalement elles s'en saisissent moins que les hommes, mais qu'en Outre-mer, c'est pire. Donc, politique publique, pour que les femmes se saisissent mieux du numérique et peut-être puissent, grâce au numérique, s'insérer dans des circuits qui ne sont pas forcément les circuits locaux, mais qui sont peut-être des circuits internationaux professionnels. Ça, j'ai trouvé que c'était aussi extrêmement intéressant. Tout était bien, finalement. Tout était bien, alors il faut que je mette un bémol. Le bémol, et je terminerai par là, je sais qu'il faut finir par du positif, mais là, je n'y arrivais pas. Alors, ça sera comme ça. Les travers, je n'ai pas trouvé, les travers du numérique, bon, les méfaits du numérique, les risques du numérique. Bon, vous voyez ce que je vais dire, quoi, la zone d'ombre. Voilà, le côté pile, après avoir vu le côté face. Le côté pile, ben, il y a quand même plusieurs côtés pile. Bon, il y a le risque numérique, cyberattaque, fragilité particulière. On l'a bien compris. Probablement, si on ne fait pas attention, côté ultramarin, il y a peut-être un risque qu'il n'y a pas ailleurs. Ok, ça j'ai compris. Risque encore, Madame Cluzel, je reviens à elle, elle a dit, bon, ben, et Monsieur Cada ce matin, ils nous ont dit, ben, écoutez, ben, Nicolas, quand il m'a répondu à ma question, vous avez bien vu la question que je lui ai posée, il a été clair dans sa réponse. Il m'a dit, en gros, une administration locale d'une petite commune, elle n'a pas les sous. Voilà. Mais quelque part, il a dit, est-ce que c'est grave puisqu'elle est en proximité? Voilà. Et du coup, je me suis posé la question,
J'étais lundi en promenade, parce qu'il fallait que je me repose avant de travailler 3 jours, dans un de ces magnifiques cirques de l'île de la Réunion, dans une petite ville au milieu d'un cirque, où je tombe sur une maison des services publics. Mais c'est formidable. Alors, c'est l'ancien bureau de poste qui est devenu maison des services publics. Étant, vous l'avez compris, moi-même, fils de postier qui était là en 1950, évidemment, j'ai toujours une petite larme quand je vois un bureau de poste disparaître ou un bureau de poste devenir... Parce que j'ai une certaine idée du maillage du territoire par l'aménagement, par son aménagement. Mais là, j'observe, et ça avait l'air formidable, je voyais les gens. Bon, si on numérise tout ça, pourquoi numériser en vérité? On peut se poser la question. Il y a peut-être une limite au numérique et à la déshumanisation. C'est ce que nous a dit Madame Cluzel. Donc ça, c'est aussi une autre zone d'ombre. Et puis, les dernières zones d'ombre, et je vais terminer par là, parce que, et je le comprends, vous vous dites, quand est-ce qu'il va finir? Il va bientôt finir. La dernière zone d'ombre, elle est double. C'est la fragilité des territoires ultramarins qui, avec le numérique, peuvent être des espaces ouverts à différentes formes de malveillance, de malfaisance. Alors, les propos malveillants, ça a été dit, l'espace public qui n'est plus médiatisé, il n'y a plus de fusibles. Il n'y a plus de fusibles. Alors vous prenez tout, comme ça. Ça, c'est terrible. Alors, ça a été dit sur le cas particulier de Mayotte, avec le problème des migrations, dont on nous a expliqué que, finalement, ce qui était jadis une promenade entre 2 îles est devenu une migration entre étrangers. Mais oui, et que derrière tout ça, on polarise, on dramatise. Wow, on souffle sur la braise, parce qu'on souffle sur l'espace public. Et ça fait très mal, parce que plus vous êtes vulnérable, plus la vulnérabilité est là, et plus vous soufflez sur la vulnérabilité, ben oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, et je terminerai par là, avec ce qu'a dit Madame Collomb, très intéressant, la Nouvelle-Calédonie, finalement, dont on a peu parlé, mais vous en avez parlé, sur les guerres cognitives. Alors, là aussi, vous avez mis en avant une fragilité, on a débattu là-dessus, mais je suis convaincu, il y a une fragilité. Il y a le groupe de Bakou, il y a les Chinois, il y a les Russes, il y en a d'autres. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut probablement des politiques publiques, et je suis désolé de le dire, d'accompagnement. La politique publique, elle doit être aussi une politique d'accompagnement. Et ça a été dit à maintes reprises, d'éducation. D'éducation à comment je tape sur un clavier, comment je fais couper-coller, mais d'éducation à la manière dont je capte, dont je reçois l'information. Et ça passe, je crois, par les plus jeunes. Donc, mais oui, ça passe par la jeunesse. Nous, c'est trop tard. Mais les jeunes, il est encore temps. Voilà. Donc, il faut évidemment faire quelque chose. Former aux usages de numérique la jeunesse outre-mer. Et l'avenir, c'est ça. Et ça, c'est positif. Je vous remercie.